Et on débute donc avec le sénateur du jour. Bonjour Stéphane Sautarel, merci beaucoup de nous accompagner ce matin. On est ensemble pendant une demi-heure, on va balayer ensemble l'actualité. Vous êtes élu du Cantal, vous êtes apparenté au groupe Les Républicains. Et on commence par ce Ségur de la santé. Jean Castex était dans la Nièvre hier. Il a annoncé la deuxième partie du Ségur de la santé, la partie investissement. 19 milliards sur 10 ans pour moderniser l'offre de soins, pour reprendre aussi la dette des hôpitaux. Est-ce que c'est un plan à la hauteur ? Je ne sais pas si c'est encore à la hauteur, parce que les besoins sont considérables et on peut d'ailleurs s'étonner, même si on peut d'abord s'en réjouir, mais s'étonner que cette annonce arrive si tardivement, pratiquement un an après le début du premier confinement. Les besoins en termes d'équipement, les besoins en termes de matériel dans les hôpitaux sont importants, et puis également les besoins au niveau de la reconnaissance des personnels. Et de ce point de vue-là, je veux me réjouir que dans le cadre du Ségur de la santé, sur le volet ressources humaines, sur le volet revalorisation salariale, j'ai pu obtenir hier de la part du gouvernement une réponse favorable sur l'extension en fait des mesures de revalorisation qui ne touchaient pas tous les agents du secteur hospitalier et qui va être étendue au 1er juin prochain, notamment sur certains agents qui sont dans les services à domicile, qui sont dans les USLD ou dans les ESAT. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il faut encore poursuivre, puisqu'il y a aussi le volet privé, notamment tout le secteur associatif et les personnels qui relèvent de ces employeurs et qui concourent, qui contribuent, et Dieu sait si leur mission est difficile, et on peut encore une fois les saluer et les en remercier depuis un an, à cette action quotidienne pour soutenir les Français, pour nous prendre en charge dans ce contexte de crise sanitaire que l'on vit de plus en plus difficilement, et plus encore quand on est en première ligne. Oui, parce que vous suivez l'application de ces mesures du Ségur de la santé. Donc vous nous dites que pour les personnels à qui les augmentations salariales, les revalorisations salariales ont été promis, ça a été fait. Oui. Mais qu'il faut encore aller plus loin pour le privé notamment. Absolument. On vient d'avoir une extension sur le public, mais sur le privé, on a encore besoin de faire un pas. Et par ailleurs, effectivement, les besoins en équipement, on peut les saluer. Et je voulais juste ajouter sur les équipements, s'il y a une priorité, c'est bien sur les lits en réanimation, puisqu'il y a un vrai débat à avoir. Faut-il redimensionner de façon structurelle et durable nos lits pour faire face à cette crise, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est cette question-là qui nous bloque essentiellement pour retrouver une vie sociale un peu plus agréable. Je pense qu'il faut le faire, puisqu'aujourd'hui on est sur un peu plus de 5000, 5800 lits, je crois, de façon pérenne. Et on voit que malheureusement, beaucoup de signaux nous indiquent que ces pandémies ne vont pas être one shot, si je puis dire, et que donc on a peut-être besoin effectivement de redimensionner. En tout cas, ça mérite de s'y pencher, et pour savoir comment redimensionner justement nos équipements et nos besoins hospitaliers, avec aussi une vision particulière sur l'offre de soins dans les territoires ruraux, puisque nous avons nous aussi, je pense notamment à mon département du Cantal, des besoins d'équipement encore et de médecins, bien évidemment, pour conforter la réponse sanitaire que nous devons à nos concitoyens. Et justement, on va parler de la situation sanitaire dans votre département du Cantal, qui est plutôt épargné, en tout cas par rapport à d'autres départements. Est-ce que du coup, vous dites qu'il faudrait peut-être alléger les mesures dans les départements qui sont relativement épargnés ? Il y a un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin. Effectivement, il y a une impatience d'allègement, de retour à une vie sociale, sportive, culturelle, un peu plus facile, en tout cas facilitant les échanges et les rencontres. Pour l'instant, je crois que ce qui compte, c'est encore d'accélérer la vaccination. Effectivement, le Cantal a un taux d'incidence qui est plutôt inférieur à la moyenne. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 19 000 personnes qui ont été vaccinées, au moins une fois avec une première dose. Donc 13% à peu près de la population, ce qui est bien mieux que beaucoup d'autres territoires. Mais au-delà de ces résultats qui néanmoins pose encore sur certains territoires, notamment sur les personnes âgées, éloignées, quelques questions. Il y a encore des difficultés d'accès à la vaccination. Il y a encore quelques difficultés d'accès. Il y a des besoins, effectivement, sans doute de centres de vaccination plus proches du territoire sur certaines zones. Et puis, il y a besoin d'une fluidité, d'une plus grande agilité dans l'implication des médecins libéraux, des infirmiers, j'espère demain, des pharmaciens à partir de lundi prochain, pour faire qu'en fait on soit vraiment dans un mouvement très, très puissant de vaccination, et que tous ceux qui veulent se faire vacciner puissent se faire vacciner dans les délais les plus courts.
Il y a la question de la vaccination des soignants qui se pose. Oui. Ils ne sont que 30% à s'être fait vacciner. Pour le moment, est-ce que pour vous, il faut rendre cette vaccination obligatoire ? Je pense que là, il faut encore essayer de convaincre et d'accompagner. C'est ce à quoi on s'emploie. Et je vois par exemple pour le centre hospitalier d'Aurillac, aujourd'hui, on a un taux de vaccination qui est à peu près de cet ordre-là, hein, mais non pas par absence de volonté, mais d'abord parce qu'il y avait eu beaucoup de cas de Covid, malheureusement, parmi ces agents qui ont souvent été les premières victimes. Et donc, le délai de vaccination est repoussé. Et en revanche, si l'on voit que malgré les informations, la pédagogie qui est faite et l'accompagnement des médecins, on n'arrive pas à passer un seuil très significatif, au-delà de 60-70%. Je suis pour ma part effectivement favorable parce que la vaccination, c'est non seulement se protéger, mais c'est protéger l'autre. Et lorsqu'on est au service des autres, dans le soin, je pense que c'est effectivement une nécessité. Comment ça s'est passé, vous, dans le Cantal, l'articulation entre l'État et les élus locaux, le fameux couple maire-préfet? Est-ce que les choses se sont bien passées? Ce fameux couple maire-préfet, je pense qu'il est plutôt efficace sur le terrain, mais il a besoin d'un peu plus d'agilité, d'un peu plus de confiance, d'un peu plus de fluidité. Et je pense que dans le Cantal comme ailleurs, on a malheureusement eu des mesures un peu administratives, un peu verticales, qui n'ont pas été toujours comprises et qui, je pense, ont pu parfois... en tout cas limiter ou ne pas être suffisamment rapide dans le déploiement. Une décentralisation qui a toujours du mal à se faire. Il y a une loi qui est en préparation, la loi 4D. Vous pensez que ça va régler le problème ou qu'elle n'ira pas assez loin, cette loi? Alors écoutez, la loi 4D, elle est encore un peu dans les limbes. On nous l'annonce et j'espère pour ma part qu'elle arrivera au Sénat, puisque c'est un des sujets sur lesquels je souhaite me mobiliser. Mais vous en doutez encore? J'en doute encore. Et par contre, je suis très volontariste sur le 3e D de la différenciation pour justement apporter des réponses plus proches du terrain, hein, puisque la proximité me semble essentielle, et donc faire confiance aux élus. Il y a un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup, Stéphane Sautarel, c'est la SNCF. Le dossier SNCF et notamment la situation financière de l'entreprise, rendue encore plus compliquée par la crise sanitaire. Vous avez auditionné hier Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. On va en parler avec vous, bien sûr, mais d'abord, on voit ça avec Antoine Comte. Antoine, bonjour. Bonjour Yann, bonjour Stéphane Sautarel. Bonjour. On revient avec vous Antoine, donc sur cette audition qui avait lieu hier matin, audition de Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. Oui, une audition avec un objectif bien précis, Oriane, évaluer la situation financière de la SNCF sur le fond et surtout viser à ce que ce géant ferroviaire retrouve un jour des finances plus saines. Il faut dire qu'avec la crise sanitaire, le groupe SNCF, déjà très endetté, a enregistré 3 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires en 2020, tout simplement du jamais vu. La mise à l'arrêt de la circulation des TGV, notamment durant le premier confinement, y est pour beaucoup. Écoutez à ce propos les précisions de Jean-Pierre Farandou. Le patron de la SNCF a répondu hier en exclusivité au micro de Public Sénat après son édition et il estime que le groupe n'a malgré tout pas si mal résisté à la crise. On l'écoute. On sait que le groupe, dans son ensemble, a perdu 14% de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup, mais qui n'est pas si mal. Moi, j'estime qu'on n'a pas si mal résisté à la crise que ça. En matière de résultats nets, on a perdu 3 milliards d'euros en résultats nets l'année dernière. Là encore, une lecture un peu mitigée. C'est beaucoup d'argent, 3 milliards d'euros de pertes, mais on a été durement touché. Vous savez qu'au plus fort de la crise, les TGV étaient quasiment à l'arrêt. Or, le TGV, c'est un moteur très important pour l'économie de l'entreprise. La bonne nouvelle, j'allais dire, par rapport à ce mauvais chiffre, c'est qu'au premier semestre, la perte était de 2,5 milliards. Et nous n'avons donc perdu que 500 millions d'euros au cours du second semestre, qui montre notre capacité à résister. Et on a résisté parce qu'on a mis en place un plan d'économie très rigoureux, puisque ce plan, c'est 2,5 milliards d'euros d'économisés en 2020, ce qui a permis d'amortir l'impact de la crise. Ce déficit, il inquiète au plus haut point les deux rapporteurs spéciaux de cette mission SNCF. Oui, Stéphane Sautarel, vous êtes l'un des deux rapporteurs de la mission spéciale SNCF mise en place par la Commission des finances du Sénat. Et avec votre collègue Hervé Moret, vous voulez comprendre précisément comment la SNCF en est arrivée là. Pour vous deux, la situation financière du groupe ferroviaire qui s'est récemment, on le rappelle, ouverte à la concurrence, ne peut plus en rester là. Des précisions complémentaires et des documents chiffrés ont déjà été demandés à la direction de la SNCF hier lors de l'édition de Jean-Pierre Farandou. Et ce cycle d'audition au Sénat d'acteurs du secteur ferroviaire et des transports va se poursuivre dans les prochains mois. Je vous propose d'écouter les précisions d'Hervé Moret à notre micro, c'était hier.
Est-ce que lorsqu'on sera sorti de la crise, pour autant, la SNCF va renouer avec l'équilibre? C'est bien sûr la volonté de son président, mais nous, on souhaiterait en avoir la conviction, parce que ça fait quand même des années et des années qu'on nous annonce que la SNCF va renouer avec l'équilibre, que la dette va fondre. Or, il ne se passe rien, crise ou pas crise. Donc on veut avoir vraiment une vision moyen-long terme, d'autant plus qu'au-delà de la crise, il y a un phénomène structurel beaucoup plus important qui est l'ouverture à la concurrence. Comment la SNCF va résister à l'ouverture à la concurrence? Quel impact ça va avoir sur sa situation financière? On a le droit de savoir, parce que bien sûr, l'unique actionnaire de la SNCF, c'est l'État, c'est-à-dire l'ensemble des Français. Stéphane Sautarel, on sent avec votre collègue Hervé Maurey que vous avez pris le sujet des pertes et du déficit de la SNCF à bras-le-corps. Mais que faut-il faire concrètement pour que la situation financière de la SNCF s'améliore ? Alors peut-être si nous l'avons prise effectivement à bras-le-corps, c'est d'abord en réponse à l'attachement des Français à la SNCF. La SNCF est un bien commun auquel tous les Français sont très attachés sur l'ensemble du territoire, et donc c'est un service public de premier rang auquel chacun est particulièrement attaché, d'où la vigilance pour s'assurer de sa pérennité, de son développement, à la fois pour bien sûr l'ensemble de la population et pour les agents aussi de la SNCF. Donc la question au-delà de la dimension conjoncturelle de la crise de 2020, vous l'avez rappelé, donc avec cette perte de chiffre d'affaires de 6 milliards, de 6 milliards 5 et au final 3 milliards de pertes, donc ce qui veut dire qu'il y a eu des gains de productivité et ça a été souligné par le président Farandou. Mais en fait, ce que l'on veut surtout mesurer, c'est la trajectoire au-delà de l'incidence Covid sur la SNCF comme sur d'autres sociétés et sur d'autres entreprises. Et si nous avons ce point de vigilance, c'est parce que l'État, et donc nous tous, avons repris 35 milliards de dettes à la SNCF sur 2020 à 2022. Une dette qui, je vous le rappelle, était à plus de 60 milliards et que nous avons donc décidé au niveau de l'État de réduire de 35 milliards. Ça signifie que chaque Français, en fait, contribue à la reprise de la dette à hauteur à peu près de 550 €. Ce n'est pas rien, c'est un effort considérable. Et donc, il est important maintenant de veiller à ce que les objectifs qui sont assignés à la SNCF, en conséquence des réformes de 2015 et de 2018, nous permettent d'avoir l'assurance que la SNCF a apporté le service que les Français sont en droit d'attendre de cette entreprise. Il y a aujourd'hui incontestablement des opportunités avec tous les sujets de mobilité durable, et la SNCF a de nombreux atouts puisque l'impact carbone d'un transport ferroviaire est bien moindre qu'en voiture, mais aussi un certain nombre de fragilités, de faiblesses que chaque Français voit au quotidien. Je vois encore hier dans ma région, la ligne Clermont-Paris a été considérablement réduite en offre de services, avec en particulier le train du matin qui a été supprimé de façon inacceptable. C'était un train de 5h30 qui arrivait à Paris à 9h et qui permettait aux gens de venir travailler à Paris. On arrivait à Paris qu'à midi. Mais le gouvernement et Jean-Baptiste Djebbari est intervenu à ce niveau. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs locaux et en particulier de région capitale capitale région qui est vraiment une mobilisation de tous les acteurs locaux autour de cette question-là, qui a permis les élus, les acteurs économiques, les socioprofessionnels de faire que dès hier soir, effectivement, le ministre des Transports est revenu sur cette décision. Mais ça montre bien que pourquoi cette décision avait été annoncée, c'est parce que, encore une fois, des problèmes de maintenance, des problèmes de travaux, donc tous les sujets de régénération du réseau, de modernisation du réseau, sont indispensables. Ils ont été maintenus grâce au plan de relance où 4,5 milliards ont été alloués en 2020 par l'État à la SNCF, mais il reste aujourd'hui des inquiétudes, notamment sur le Green Deal européen pour renforcer le fret en France, où il y a besoin quasiment de 10 milliards qui sont pas financés, et de même sur la modernisation du réseau, il y a encore des besoins non satisfaits, non financés. Tout ça dans un contexte d'ouverture à la concurrence. Donc ce que nous voulons faire avec mon collègue, c'est avoir un éclairage objectif, transparent, et j'insiste sur ce mot de la transparence indispensable, c'est le message qu'on a fait passer hier au président Farandou, et on va poursuivre les auditions dans cet esprit-là. C'est un travail de longue haleine qui s'inscrit sur cette année 2021, dont on espère tirer les premiers fruits dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2022, et sans doute avec quelque chose de conclusif plutôt au premier trimestre 2022 sur l'ensemble de la vision qu'on pourra avoir.
On va juste remercier Antoine. Merci Antoine, à tout à l'heure pour la revue de presse. Du coup, qu'on soit clair, est-ce qu'après l'audition de Jean-Pierre Farandou hier, vous êtes rassuré sur l'avenir financier de la SNCF ou est-ce que vous avez toujours des doutes ? On n'est pas encore rassuré parce que s'il avait suffi d'une audition pour l'être, ça signifierait que les éléments sont assez simples à aborder. Malheureusement, ils sont un peu plus complexes dans ce nouveau groupe qui est organisé aujourd'hui à travers plusieurs sociétés. Donc nous avons plusieurs auditions qui vont se poursuivre dès la semaine prochaine avec les responsables de filiales, avec les différentes responsables des SA, avec le directeur financier, avec aussi l'État, parce qu'on veut s'assurer que l'État ne donne pas des injonction paradoxale à la SNCF, c'est-à-dire est-ce qu'il ne demande pas à la SNCF des engagements sans lui donner les moyens de les remplir. Donc ça, c'est aussi un point que l'on veut vérifier. Et puis enfin... C'est-à-dire des engagements en matière de quoi s'il y a des contraintes, par exemple, on est très attaché à la question des trains de nuit, vous savez, qui était dans l'actualité, consécutif au Grenelle de l'environnement. Et que le gouvernement veut relancer. Voilà, aujourd'hui, il y a un début d'expérimentation sur 2 lignes, mais il faut aller bien au-delà. Et par exemple, le Massif central est très intéressé par le rétablissement de trains de nuit sur Paris. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de matériel roulant à mettre sur les voies. Et donc, quels moyens on se donne pour rénover ou pour acheter du matériel roulant. Et comme là, on est sur des lignes d'aménagement du territoire, c'est à l'État à financer cela et ce n'est pas à la SNCF de le faire. Donc, dans ces contrats, il y a un équilibre d'un côté avec l'État et de l'autre côté avec les régions, avec cette ouverture à la concurrence sur laquelle la SNCF a certes des responsabilités, mais elle doit aussi répondre à des contrats équilibrés si elle veut faire face à cette ouverture à la concurrence. Donc, mais vous êtes inquiet sur cette question des petites lignes parce que c'est aussi l'objet de votre question, c'est de vérifier que le maillage ferroviaire est bien sur tout le territoire, que la notion de service public est bien sur tout le territoire. Est-ce qu'avec ce que vous nous racontez, vous nous dites peut-être que finalement les petites lignes, il n'y aura pas suffisamment les moyens dessus ? Je ne dis pas cela, je dis simplement qu'on ne peut pas faire à cette heure confiance a priori à la SNCF. Et donc que nous avons besoin de faire la preuve. Les moyens qui sont affichés aujourd'hui, je vous rappelais les 4,5 milliards qui ont été votés l'année dernière dans le cadre du contrat de relance, la traduction concrète sur le terrain, elle met du temps, elle est lente, elle est longue. Et là-dessus, il ne vous a pas rassuré non plus Jean-Pierre Farandou? Il ne nous a pas encore rassuré. Donc il faut qu'on poursuive, qu'on investigue davantage. Et nous, on veut voir le résultat sur le terrain si on veut retrouver la confiance et redonner confiance aux voyageurs dans la SNCF. C'est essentiel. Je pense que cet objectif, il est partagé. Est-ce qu'il a quand même réaffirmé sa volonté de mettre des moyens sur les petites lignes et de peut-être délaisser un peu le tout TGV qui a coûté beaucoup d'argent à la SNCF et qui est un petit peu la philosophie jusque-là? Je crois qu'on est sorti du tout TGV. Et d'ailleurs, sur le déficit 2020 de la SNCF, il provient essentiellement du TGV parce que durablement, de nouveaux modes de fonctionnement, le développement du télétravail va limiter certains voyages d'affaires. Et donc, je crois qu'on est sorti du tout TGV. Et sur le TGV, comme sur d'autres lignes, il y a un vrai sujet de clarification de la tarification. Aujourd'hui, le passager ne comprend pas pourquoi il paye davantage que son voisin de siège et de quelle manière ces tarifs sont établis. Donc je crois que le président Farandou est conscient de cela. Nous avons évoqué cette question de la tarification, notamment pour sortir du modèle de l'aviation qui avait mis en place ce qu'on appelle le yield management sur la tarification ferroviaire, pour avoir quelque chose de plus clair, de plus lisible et de plus transparent, où le passager peut refaire confiance à la SNCF. Sinon, les concurrences, en particulier sur la mobilité aujourd'hui via le covoiturage, fera que la SNCF ne pourra pas retrouver l'équilibre. Donc il y a vraiment une logique tarifaire à reconstruire. On va continuer à parler de l'actualité. On va balayer l'actualité dans nos régions. Maintenant, Stéphane Sautarel, on va aller du côté de Poitiers et retrouver Baptiste Bise. Bonjour Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous, responsable départemental de la Nouvelle République dans la Vienne. Et Baptiste, vous revenez aujourd'hui sur cette année exceptionnelle qui a changé nos vies. Oui, c'est vrai qu'il y a un an, à quelques jours du premier tour des élections municipales, on était tous rattrapés par cette pandémie qui a bouleversé nos vies. Alors ce matin, dans notre édition des Deux-Sèvres, nous consacrons un dossier de 3 pages à cette année Covid. Comme l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai, et plus globalement comme toute la façade ouest de la France, ce département était moins exposé que d'autres. Un an après la découverte du premier cas, on dénombre toutefois 440 décès dans les Deux-Sèvres. Relativement épargné par la première vague au printemps, ce département du Poitou était très affecté par la deuxième vague à l'automne, principalement dans les établissements d'hébergement des personnes âgées et dépendantes.
Alors un an après, nous donnons la parole à Elodie, 24 ans, en formation d'aide-soignante, qui était sur le front, dans un EHPAD, dans l'hôpital Nord de Sèvres, dans une unité Alzheimer. Nous faisons témoigner Angèle, qui a contracté le virus, Gwenaëlle, une employée de supermarché de Nueil-les-Aubiers, Fabrice, un commerçant de Saint-Roman-les-Melles, Martine, une bénévole qui a cousu des masques du côté de Thouars, Sandra, une professeure des écoles, ou encore Dorian, étudiant en droit des assurances. Nous retrouvons aussi la famille Mercier-Couillot, qui a vécu le confinement avec 2 parents en télétravail et 6 enfants à la maison, à Saint-Symphorien. Un gérant de cinéma, un restaurateur, un transporteur, un agriculteur dont le magasin de vente directe a vu ses ventes exploser, mais aussi Octave, 11 ans, qui a joué de l'accordéon tous les soirs pendant le premier confinement à Parthenay. Pour toutes et tous, une année hors du commun. Autre sujet, Baptiste, dans l'actualité de votre région, il est question de cette plainte pour détournement de fonds publics. Et la plainte, elle vise le département de la région, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est Alain Rousset. C'est ça. Et pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter en septembre 2019 à Biarritz. L'Université du Futur, qui est portée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, organise une conférence sur les mobilités du XXIe siècle et fait intervenir un expert de l'Institut Sapiens qui défend le transport aérien. Selon le responsable de cette Université du Futur, David Angevin, le vice-président écologiste de la région, Nicolas Thierry, actuel candidat Europe Écologie Les Verts au régional de juin prochain, aurait fait retirer la vidéo de cette intervention du site internet qui est hébergé par la collectivité. Face aux protestations publiques de ce même David Angevin, il aurait aussi exigé et obtenu son licenciement officiellement pour insuffisance professionnelle. Un an après et à 3 mois des élections régionales, cet ancien collaborateur du cabinet d'Alain Rousset, le président, a décidé de se venger en portant plainte contre X pour détournement de fonds publics. Dans Marianne, lundi, il affirmait avoir constitué un dossier de 400 pages prouvant que le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine aurait mobilisé des agents de la collectivité et tous les conseillers de son cabinet au service de sa campagne électorale de 2015. Dans nos colonnes de la Nouvelle République et de Centre Presse ce matin, il persiste en expliquant que les collaborateurs du cabinet n'avaient pas le choix s'ils voulaient garder leur emploi. Candidat à sa réélection pour les régionales de juin, Alain Rousset dément ces accusations. Il se réserve même la possibilité de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et chantage. Comme vous le voyez, la campagne des régionales vient de débuter en Nouvelle-Aquitaine et elle vient de débuter de la pire façon qu'il soit. Ouais, on voit. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Vous viendrez évidemment nous parler de cette campagne des régionales en Nouvelle-Aquitaine. On va regarder la une de la Nouvelle République dans son édition du Loir-et-Cher. Et elle est consacrée à la visite de Frédéric Vidal qui était hier à Blois à la rencontre d'étudiants. Merci Baptiste, merci d'avoir été avec nous. Un mot, puisqu'on est du côté de la Nouvelle République, sur cette disparition, Stéphane Sautarel, la disparition de Vannick Berberian. C'était une figure de la ruralité, hein. Un fervent défenseur du monde rural. Il était maire de Gargilès-Dampierre, dans l'Indre, depuis 1989. Il était l'ancien président des maires ruraux. Vous l'avez bien connu? Je l'ai connu effectivement dans son combat pour la défense de la ruralité. Et donc je veux saluer sa mémoire et son action et adresser un mot de soutien à ses proches et à sa famille. Je l'avais notamment rencontré dans le cadre de Ruralytique, les universités du numérique appliquées au territoire qui sont organisées chaque année dans le Cantal, mais aussi dans son combat sur la reconnaissance de la ruralité, de la place des communes dans cette ruralité et dans notre territoire, et notamment du maintien des services publics sur nos territoires. Et donc je pense que ce combat se poursuit, non seulement au niveau de l'association des maires ruraux, et également au Sénat, bien sûr. Et pour ma part, je vais m'inspirer en fait de son action pour poursuivre notamment un certain nombre de travaux pour faciliter en fait la vie des communes, parce que je crois que cette proximité, ce maillage de terrain, c'est vraiment la citoyenneté, le lien social de premier rang. Et donc cette action qu'a poursuivie Vannick Berberian est vraiment essentielle et elle doit être poursuivie. Et on va terminer, Stéphane Sautarel, avec l'actualité du côté de votre département du Cantal. C'est avec Antoine. Et Antoine, on va parler des éleveurs en colère qui ont manifesté hier soir du côté d'Aurillac. Oui, le quotidien La Montagne revient sur le ras-le-bol des éleveurs de viande bovine dans le Cantal. Les manifestants se sont rassemblés sur plusieurs ronds-points de la ville d'Aurillac et ils ont donc bravé le couvre-feu de 18h pour faire entendre leurs revendications. Alors qu'est-ce qu'ils dénoncent, ces éleveurs de viande bovine? Ils dénoncent le refus du ministre de l'Agriculture de les indemniser par rapport à la sécheresse, que leur coût de production ne soit pas suffisamment pris en compte, et ils se disent
également très inquiets sur les orientations prises par la politique agricole commune. Stéphane Sautarel, vous comprenez la colère de ces agriculteurs, en particulier dans votre région, dans votre département ? Je comprends leur colère puisqu'ils l'expriment déjà depuis un certain temps et ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas d'écoute, ils ont parfois des mots mais pas d'action. Donc je comprends la colère et je pense qu'il est très urgent de répondre à la fois sur un dossier très conjoncturel qui est celui de la sécheresse et de la juste réponse qui est attendue au regard du travail qui a été fait sur le terrain, et puis surtout de rassurer très vite sur deux aspects majeurs. C'est effectivement la nouvelle PAC avec une place à préserver pour l'élevage et lutter contre la réorientation vers les protéines végétales qui, bien évidemment, nuiraient grandement aux zones d'élevage comme les nôtres. Et par ailleurs, aussi le sujet de la loi Egalim qui aujourd'hui ne répond pas à ces enjeux et ne permet pas de rémunérer à leur juste prix le travail de nos éleveurs. Donc, je les soutiens pleinement, même si je plaide bien sûr pour retrouver la voie du dialogue et de l'échange en réponse à cette colère pour éviter de la violence. Et merci beaucoup. Merci Stéphane Sautarel d'être venu nous voir ce matin, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci Antoine, à tout à l'heure.